Salut l'équipe, c'est le Valiste, c'est l'été, c'est bientôt les vacances, sauf pour notre 15 de France qui est en tournée au pays du soleil levant pour aller affronter les Brave Blossoms, l'équipe du Japon. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, il y a 3 ans de cela, j'avais fait une vidéo sur l'histoire du rugby au Japon, sur son développement et sur ses perspectives d'avenir. Donc elle a sûrement un petit peu vieilli, il y a sûrement des choses que j'ai dites qui sont plus d'actualité, mais si ça vous intéresse, je vous mets un petit lien, et c'est par là du coup, et allez voir ça juste après la vidéo. Donc cette tournée, comme l'an dernier, se fait en l'absence de nombreux cadre de l'équipe de France. Déjà, exit tous les joueurs qui étaient engagés dans la finale, mais aussi le staff a choisi de laisser au repos une bonne partie des joueurs cadres, comme la plupart des Toulousains, Dupont, Ntamak, Marchand, Baye, Kroos qui est blessé, Anthony Gelon, les Rochelais, Danty, Aldrit Antonio, Gaël Ficou également, Cameron Woki, hop, tout ça en vacances. Et je pense que c'est la bonne chose à faire étant donné que la Coupe du Monde est dans 14 mois, et ce serait bête d'avoir une blessure grave ou d'avoir un burn-out, d'avoir une grosse baisse de régime juste avant la Coupe du Monde. 2 semaines avant leur départ pour le Japon, Galtier avait eu l'honneur de coacher les Barbarians face aux Anglais, et outre le résultat très satisfaisant, ça fait toujours plaisir de rouler sur les roast beef, on a vu qu'il a profité de cette rencontre pour tester un petit peu son effectif en vue de la tournée du 15 de France, avec le retour notamment de Charles Olivon, la titularisation de Yohan Tanga, la nouvelle chance donnée à Virimi Vakatawa, ou encore l'expérimentation de Sekou Makalu à l'aile. Samedi matin, les Bleus ont assez facilement dominé les Japonais, 42-23, et donc, que retenir de ce premier match face au Japon? Et déjà, ce que l'on peut souligner, c'est que les Japonais ont des intentions de jeu claires, qui sont de se répartir d'abord sur toute la largeur du terrain, avec cette disposition en 1-3-2-2. Donc 1-3-2-2, je vais pas rentrer dans les détails, c'est en fait comment est-ce que les avants sont disposés sur la largeur du terrain. Donc là, ça veut dire qu'il y en a 1, 3, 2 et 2. Donc c'est assez théorique, mais toutes les équipes n'ont pas cette même disposition, et ce 1-3-2-2, c'est surtout les Japonais qui l'ont introduit au cours de la dernière Coupe du Monde, ça a été repris maintenant, etc. Mais la plus courante, c'est le 1-3-3-1, sinon il y a aussi le 2-4-2, je vais pas rentrer dans les détails, en plus je suis pas un expert du sujet, mais bref, en gros, cette disposition permet aux Japonais d'avoir beaucoup d'avants qui sont répartis sur toute la largeur du terrain, ce qui permet ainsi en fait d'assurer rapidement les libérations de balles, d'avoir beaucoup de joueurs disponibles pour exploiter rapidement les ballons. Et c'est ce qui s'est passé notamment en première mi-temps, avec des libérations très rapides qui ont permis d'insuffler un rythme très intense pour mettre un petit peu à mal la défense des Bleus. Comme sur cette action où les Nippons capitalisent sur l'avancée de Tatafu, au lieu d'écarter directement, Leach en profite pour insister un temps dans l'axe afin de resserrer davantage la défense qui recule et doit en plus se remettre en jeu. Ensuite, une série de passes dans le dos et de courses en l'air parviennent à perturber la montée défensive. On voit notamment Moefana qui se ressaisit au dernier moment et ne met pas assez vite au sol pour empêcher la passe après contact, ce qui laisse ses partenaires en sous-nombre. Vakatawa se fait alors fixer tandis que Lee joue une passe merveilleuse qui laisse le Bel dans l'incompréhension puisqu'elle est pile poil captable par les deux joueurs qui se présentent à lui, et donc l'ailier toulousain, un petit peu entre les deux eaux, ne sait pas trop quoi faire, il tente l'interception mais sans succès, et Ben Gunter fait alors parler ses cannes, Van Den Iver échoue à 5 mètres et c'est le feu dans le camp bleu. Et ensuite, quelques temps de jeu plus tard, pris par la vitesse d'exécution et la puissance de Tatafu, les Français concèdent un essai. Et heureusement que nos Bleus avaient marqué dès la première minute pour rester à flot, parce que j'ai trouvé le 15 de France assez emprunté en première période, pris dans l'agressivité défensive, marqué notamment par des caramels assassins du centre Riley sur Moefana d'abord, puis sur Lebel. Sûrement aussi peu habitué aux conditions climatiques, on a une chaleur très intense au Japon en ce moment, avec 80% d'humidité, c'est un climat tropical auquel les Français ne sont pas vraiment habitués, et donc ça pèse pas mal sur les organismes et ça met rapidement dans le rouge. On a vu parfois que les avants français ont souffert le rythme très intense imprimé par leurs adversaires, les mains sur les genoux, la difficulté à se relever et à se replacer, etc. Mais après 30 minutes à subir, Jalibert a su sonner la révolte en prenant davantage ses responsabilités, en allant attaquer la ligne, et juste avant la mi-temps, les Bleus vont se créer une occasion en prenant l'axe et en insufflant un rythme effréné pour la défense, et au bout de 9 temps de jeu consécutifs, on envoie sur l'extérieur pour profiter de la désorganisation défensive, avec une structure d'attaque en file indienne, si je puis dire, qu'on a vu beaucoup de fois au cours du match chez les Bleus, c'est-à-dire un centre qui porte la balle, un autre qui vient en l'heure près de la ligne, tandis que Jalibert et Jaminet, il y a aussi Lebel là sur l'action, mais c'est surtout avec Jalibert et Jaminet que ça s'est fait, qui eux vont se placer dans l'axe du porteur de balle, et donc ces 3 joueurs sont prêts à se déployer au dernier moment, et c'est assez difficile à lire pour la défense. Le but là est de libérer Jalibert qui vient viser l'intervalle et fixer les défenseurs avant de lui-même remettre une nouvelle fois dans l'axe pour Jaminet qui attaque là où il n'y a plus de défenseurs, là où l'espace vient de se créer.
Même si sur cette action ça ne donnera rien parce que l'arrière loupe sa passe, j'ai trouvé cette disposition assez intéressante et même assez efficace. C'est d'ailleurs cette combi qui a été utilisée sur les 2 premiers essais et on voit bien que la défense japonaise a été très perturbée et incapable de s'adapter puisque cette combi permet à l'attaque de lancer différents mouvements à partir du même lancement initial. Donc en gros, soit d'attaquer directement la ligne avec Jalibert, soit de fixer et de donner au près ou après contact, soit de fixer et donner au large. À partir de ce moment-là, les Bleus ont repris peu à peu la main sur la partie, les avants français ont trouvé un second souffle qui a permis de conserver les ballons et d'en gratter plusieurs dans le sillage de Tanga et de Bourgarit, et surtout la défense a fini par prendre le pas sur l'attaque nippone. Les Japonais n'ont pas su conserver leur vitesse d'exécution pendant tout le match, ils ont pas mal baissé de régime, ils ont été notamment bien stoppés par les montées agressives de Tanga et de Moefana qui ont pris un malin plaisir à venir distribuer les timbres, et cette montée en puissance du centre bordelais est d'ailleurs à l'origine de 2 essais supplémentaires qui ont enterré les espoirs japonais. Mais donc finalement, que retirer de cette rencontre? Bon, déjà on commence à en avoir l'habitude, on peut se satisfaire de la grande profondeur du vivier français, même quand la grande partie des cadres sont pas là, on voit que l'équipe reste quand même très compétitive, on a 2 15 de France quasiment au complet, et ça c'est vraiment très rare, je pense que dans le monde, il y a peut-être juste la Nouvelle-Zélande, peut-être l'Afrique du Sud et un peu l'Angleterre qui ont cette profondeur de banc. Sinon, comme je l'ai dit, on a senti que l'acclimatation était un peu difficile en début de partie, face à des Japonais décomplexés, entreprenants, et toujours à relancer le moindre ballon à la main, qui nous ont fait mal aussi avec surtout leurs joueurs des îles qui ont été naturalisés, donc les Tatafu, Makissi et Fifita. Mais malgré tout, alors que les Français ont été privés de ballon, 37% de possession, c'est assez peu, c'est même rien, et bien la défense a tenu bon malgré des erreurs parfois un peu problématiques, j'ai trouvé, notamment en fait sur les réceptions de dégagement, lorsque les Japonais remontaient le ballon à la main, et bien on a eu des gros soucis de redistribution de la ligne défensive. Les attaquants japonais visaient beaucoup le centre du terrain et on a vu que les Bleus ont parfois pris du temps à se replacer équitablement de part et d'autre du ruck, ce qui a laissé le loisir à l'attaque japonaise d'exploiter des surnombres assez flagrants, mais heureusement Penaud a été hyper présent en usant de sa vitesse soit pour cadrer et glisser, soit pour rapidement couper les extérieurs et donc forcer l'attaquant à allonger une passe sautée qui annule l'avantage numérique. Mais globalement ce match c'est une performance assez complète du 15 de France, mais bon, face à un Japon qui a joué que 8 matchs depuis 2019 et qui n'est que 10ème mondial, faut quand même le rappeler, et donc un 15 de France un peu en mode diesel qui a pris du temps avant d'entrer dans la partie, qui a jaugé son adversaire avant de monter en puissance, et globalement je trouve que tous les joueurs ont répondu présent, et même s'il y avait des joueurs dont on pouvait attendre un petit peu plus, il n'y a pas eu de véritable flop je trouve, et justement on va voir un peu les joueurs de la rencontre et on va passer par le geste d'or et la boulette d'or, mais j'aimerais d'abord vous rappeler qu'il est important de s'abonner si vous voulez soutenir la chaîne. Vous êtes 50% à suivre mes vidéos régulièrement sans être abonné, or c'est hyper important d'être abonné pour que je puisse être bien référencé sur YouTube, donc allez, on lâche un petit pouce bleu, on écrit un commentaire et on s'abonne. Dans les joueurs à relever, bien évidemment, il faut mentionner Tanga avec 19 plaquages, c'est énorme, et Moefana qui sont sortis du lot, mais j'aimerais aussi souligner l'abattage de Flamand, 17 plaquages, c'est vraiment pas mal, et ça nous a bien soulagé quand les Japonais tapaient sur notre ligne. Penaud aussi a montré que c'était un patron derrière, aussi bien offensivement que défensivement, il est très précieux, mais bon, est-ce vraiment étonnant de sa part, il a vraiment du feu dans les jambes cette saison, et même plus que ça, je trouve qu'il a atteint une dimension qui est très intéressante, il est beaucoup plus serein, beaucoup plus rassurant, il est moins chien fou qu'avant tout en étant un génie en attaque, et je pense que c'est un joueur qui est maintenant presque indispensable au 15 de France. Et sinon, comme je le disais, j'ai pas vraiment de flop, mais plus des joueurs dont on attendait un petit peu plus, notamment Lucu qui était très observé parce que pour une fois, il était pas barré par Dupont et il avait les clés du camion pendant une grande partie du match, et surtout après sa grosse fin de saison avec l'UBB, je pense qu'on pouvait en attendre un petit peu plus de lui. C'est un petit peu pareil pour Olivon qui doit vite montrer que c'est lui le patron au sein de la 3ème ligne parce qu'il y a beaucoup de concurrence à ce poste-là. Idem pour Dylan Cretin que j'ai trouvé un petit peu transparent. Je suis aussi content de retrouver Virimi Vakatawa même s'il n'est pas encore de retour à son meilleur niveau. Il a eu quelques loupés en défense, certes, mais ses interventions en attaque ont été plutôt justes et il demeure un joueur d'expérience. Bref, j'ai hâte de voir ce que vont donner ces joueurs sur le second match lorsqu'ils seront un peu mieux acclimatés. Par contre, j'aimerais avoir votre avis sur Thomas Jolmes qui est sorti assez tôt, il a été assez critiqué parce qu'il manquait de caisse a priori pour ce niveau-là. Bien que le deuxième ligne bordelais se soit illustré par sa densité physique au plaquage et en percussion, il a progressivement cependant baissé de régime, on a senti que physiquement il était un peu en dessous au niveau du cardio, et il est quand même à l'origine de ruptures dans la défense à cause de son replacement tardif et un peu hasardeux. Mais malgré tout, personnellement, je trouve que ça reste important d'avoir des joueurs comme lui qui sont capables de faire parler la poudre et d'allumer un joueur en face sur un énorme plaquage. Je pense que c'est très important d'un point de vue mental, quand l'équipe en face avance un petit peu, tu leur mets un gros tampon et là ça calme tout le monde. Moi je pense qu'il faut lui donner une deuxième chance, on n'a pas beaucoup de droitiers en plus en équipe de France,
France, donc ça peut être un moyen d'avoir une doublure de Will MC et de Tao Fifenua. Donc voilà, ça c'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez. Côté japonais, Riley, Tatafu et Fifita ont été plus que costauds, et attention à la réaction lors du deuxième test, je pense que les japonais vont être un peu frustrés d'avoir gâché tant de ballons, d'avoir eu tant d'envie de jouer qui n'ont pas été concrétisés. Il y a moyen qu'ils resserrent un petit peu plus le jeu, qu'ils nous laissent moins de ballons perdus, et qu'ils emploient donc un jeu un peu plus réaliste que ce qu'ils ont montré samedi. Pour la boulette d'or, j'ai pas trop de candidats, à part peut-être ce plaquage sans ballon et hors jeu de Movaka, qui est un peu inutile et qui intervient dans un moment où l'équipe de France est un peu en difficulté, donc il n'y avait pas besoin de ça à ce moment-là, mais sinon c'est pas non plus la boulette du siècle, donc j'ai pas vraiment de choses exotiques à me mettre sous la dent là. Par contre, pour le geste d'or, j'ai pas mal de candidats. D'abord, on a cette passe sur le pas de Vakatawa que je trouve très bien réalisée. Une autre passe que j'ai bien aimée, c'est évidemment celle de Lee pour Gunter, qui trompe complètement Lebel. J'aimerais aussi mettre le tampon de Jolmes sur son vis-à-vis, il est beau à voir, ça fait plaisir. Dans ma besace, j'ai aussi ce petit par-dessus de Moefana pour lui-même et qui mène à l'essai. C'est sympa, franchement, c'est bien inspiré, il y a de la puissance, il y a de la technique, tout y est. Et enfin, la surprise du chef, c'est ce superbe dribble de Demba Bamba. Mais bon, de là à faire le doublé Coupe du Monde de foot, Coupe du Monde de rugby, c'est peut-être encore un petit peu juste. Bref, dites-moi dans les commentaires qui est votre favori. De mon côté, j'ai hâte de voir ce que va donner le second test, parce que j'aimerais aussi voir s'il y a d'autres joueurs qui vont démarrer côté bleu. Notamment, j'aimerais bien voir Mathias Haddad après son énorme saison à La Rochelle, je pense que ce serait mérité pour lui, ce serait une belle histoire. Mais bon, ça on le saura jeudi lors de l'annonce de la compo. Bref, moi je vous dis à la prochaine, bye le Valley.